Bonjour à tous, ça y est, j'ai reçu le Canon R5 II, donc il y a 3 semaines environ. Je remercie d'ailleurs tout de suite IPLN pour le service global. Donc très bonne reprise de mon R6 II déjà pour l'achat de ce R5 II. Ils m'ont appelé tout de suite dès qu'ils l'ont reçu. Alors bon, évidemment, ça a duré un petit moment entre la précommande et puis la réception, mais enfin voilà, ils m'ont appelé vraiment dès qu'ils l'ont reçu pour me dire qu'ils me l'envoyaient tout de suite, voilà. Ensuite, j'ai eu un petit souci, enfin c'est pas un souci, c'est que je trouvais pas vraiment comment désactiver un affichage vraiment dans le menu, alors que pourtant j'ai eu un R6 II et un R7 avant. Donc ça prouve quand même qu'il y a un peu plus de fonctions d'ailleurs dans le R5 II, et j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un vraiment au téléphone très sympathique. Il m'a dit écoutez, je vois pas là tout de suite, je vous rappelle dès que j'ai solutionné, j'ai la solution à votre problème, vraiment. Bon bref, super service, en tout cas merci IPLN. Alors, du coup, ça fait 3 semaines que je l'ai reçu, donc j'ai eu un petit peu le temps évidemment, de le manipuler. Alors, pas non plus trop le temps dans la mesure où j'ai eu beaucoup de travail aussi ces derniers temps, mais enfin bon, je me suis aménagé un peu de temps quand même. Bref, donc je vous fais un premier retour de ce boîtier. Alors, je sais qu'il y a eu énormément de vidéos sur ce boîtier, bien entendu. Donc je vais peut-être apporter rien de neuf des fois, simplement vous confirmer peut-être certains points. Et puis peut-être revenir sur des points qui ont été moins évoqués, je trouve aussi dans les tests. Là, il n'y a qu'en ayant vraiment le boîtier qu'on s'en rend compte, évidemment. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, je reviens d'abord rapidement sur le choix de ce boîtier. Donc moi, ça fait longtemps que j'attendais un petit peu ce remplaçant du R5, c'est-à-dire que quand j'ai acheté il y a 1 an mon R6 II, c'était en attente, on va dire, quelque part, de ce fameux R5 II qui allait... alors à l'époque, il y a 1 an, on ne savait pas trop s'il allait avoir d'ailleurs un capteur empilé ou pas. Et donc la bonne surprise, c'est que finalement il l'a bien. Et donc moi j'étais à la recherche de cette espèce, comme j'ai déjà dit, de mouton à 5 pattes, où on a à la fois la haute résolution, le capteur empilé, des super capacités photo globales, parce que même on va le voir en rafale, pré-déclenchement, etc. Et des super capacités vidéo, en tout cas bien meilleures qu'un R6 II, notamment. Évidemment, il a tout ça. Alors évidemment, c'est cher, mais il vaut son prix, je trouve, en tout cas. Voilà. Alors, on va commencer par l'ergonomie, le gabarit. Donc le gabarit, il est un petit peu plus gros qu'un R6 II, mais pas beaucoup. Il est un petit peu plus lourd aussi qu'un R6 II, mais pas beaucoup. C'est un boîtier après c'est les boîtiers Canon de cette gamme-là, on va dire, qui sont absolument excellents au niveau je dirais, du rapport entre leur gabarit, leur poids et leur prise en main. Je pense, alors à titre personnel, qu'on a la quintessence vraiment dans ce domaine-là chez Canon. Plus je trouve que chez d'autres constructeurs. Alors, je pense par exemple à Nikon avec son Z8 qui certes a une excellente prise en main aussi, mais ça se fait au prix d'un gabarit nettement plus conséquent, d'un poids aussi sensiblement plus conséquent. Moi je trouve qu'on est vraiment dans un peu un espèce d'idéal là avec ces boîtiers Canon, donc le R5 II n'y échappe pas, pour la bonne cause. Voilà. Alors, ce qui va le différencier d'un R6 II, c'est son écran supérieur. Ce petit écran supérieur là alors moi j'aime beaucoup, je crois que j'ai eu déjà l'occasion de le dire, je préfère ça que la roue PSM. Pourquoi? Parce que comme il est doté bien sûr comme tous les boîtiers Canon d'un écran sur rotule, moi un des avantages que j'utilise beaucoup de l'écran sur rotule, c'est de le laisser fermer tout simplement. Alors pourquoi? Parce que en prise de vue photo,
où on n'a pas besoin d'angle vraiment particulier hein, dans la prise de vue, eh bien moi je prends mes photos au viseur, surtout qu'on va y revenir, mais on a quand même un excellent viseur, c'est un peu dommage de s'en priver. Et donc dans ces cas-là, je ne vois pas l'intérêt en prise de vue d'avoir l'écran déplié, surtout que il est protégé quand il est replié, et puis on n'a justement pas le nez qui vient buter dedans quand on a l'œil au viseur. Et bien donc, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas la vision des paramètres de prise de vue, à part évidemment de mettre tout de suite l'œil au viseur. Et ce petit écran supérieur, il permet bien entendu d'avoir justement la vue sur ces paramètres d'exposition, et même un peu plus, hein, comme on le voit là à l'écran. Et donc c'est parfait, hein, voilà. Il a aussi un autre avantage que je ne connaissais pas avant d'avoir le boîtier, voilà, ça fait partie des petits trucs qu'on découvre quand on a le boîtier, parce que j'avais un écran comme celui-ci quand j'avais le Fuji X-H2S, sauf que quand le Fuji X-H2S était éteint, l'écran était évidemment complètement éteint. Ici, on a une sorte de mode Always on Display qui fait que le mode d'exposition reste tout le temps allumé. Alors évidemment, il est allumé moins fort que quand le boîtier est allumé, mais comme ça, dès que vous prenez votre boîtier en main, même sans l'allumer, vous savez sur quel mode d'exposition vous êtes. Un peu comme s'il y avait justement une roue PASM. Donc, parfait. Au niveau de cet écran, alors je sais que le R5 original l'avait déjà, bien sûr. Moi, c'est vrai que je fais un comparatif par rapport à ce que je connaissais vraiment avant, c'est-à-dire le R6 II. Donc ça, c'est un point d'ergonomie qui, moi, me satisfait parfaitement. Ensuite, on va parler des boutons et des molettes. Alors, bon, c'est un boîtier comme tous les pleins formats, non, pas le R8, voilà, je réfléchis quand même, comme la plupart des boîtiers plein format Canon, il a les 3 roues de commande. La roue sur le devant à l'index, la roue en haut à droite sous le pouce, et donc la fameuse 3e roue chère à Canon, on peut le dire quand même, cette grosse roue arrière ici. Alors c'est un avantage bien sûr, je ne sais pas, par rapport à Nikon par exemple, parce que Nikon, vous pouvez même prendre un Z8, un Z9, ils n'ont pas 3 roues, ils en ont que 2. Voilà, Panasonic et Sony, ils en ont 3 aussi. Fuji, ils en ont que 2, enfin par exemple sur le X-H2, X-H2S, il n'y a que 2 roues aussi. Donc c'est toujours mieux d'en avoir 3, clairement. Alors, bien sûr, on pense au triangle d'exposition et d'avoir évidemment les 3 paramètres du triangle d'exposition sur ces molettes. Alors c'est vrai, mais on peut aussi se dire que les ISO, c'est pas forcément obligatoire de les avoir sur une molette, il y en a qui aiment bien. Moi honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils y soient pas. D'ailleurs, je les ai mis sur un bouton et je les laisse la plupart du temps en automatique. Et sur cette grosse roue, moi j'ai mis ce qui est très pratique, et là ce qui est propre à Canon, parce qu'on ne peut pas le faire à ma connaissance chez les autres qui ont cette 3e roue, c'est d'y mettre le défilement des plages autofocus, et ça c'est vraiment sur le terrain très pratique. Donc voilà pour ça. Alors la contrepartie maintenant, on va toujours parler des molettes, la contrepartie c'est que cette grosse molette, elle ne peut que tourner, voilà, elle n'est pas cliquable dans les 4 directions, et ça a 2 conséquences. C'est que d'abord, du coup, il n'y a pas de pad sur ce boîtier, donc il n'y a pas de pad, ça veut dire que, bon, évidemment, vous avez un excellent écran tactile, mais quand vous avez l'œil au viseur, que par exemple vous revoyez une photo, pour vous déplacer dedans, eh bien, il faut utiliser le joystick. Ici, quand vous êtes dans les menus, même à l'écran, vous n'avez pas toujours envie de mettre les doigts, et soit faut jongler avec les molettes à l'ancienne, là, monter, descendre, etc. Soit il faut le faire au joystick aussi. Il n'y a pas de pad, donc ça c'est un petit inconvénient quand même, je trouve, au niveau ergonomique. Et puis l'autre conséquence, c'est bien sûr qu'on se prive de 4 boutons de personnalisation en prise de vue, puisque si on prend l'exemple de Sony ou de Panasonic qui ont cette roue cliquable dans les 4 directions, c'est à la fois un pad et 4 boutons personnalisés en prise de vue. Donc on se prive de 4 boutons personnalisés, c'est quand même pas rien. Et sachant qu'en plus des boutons physiques, parce que maintenant on va passer aux boutons,
Il y en a, c'est vrai, mais il n'y en a pas non plus quand même beaucoup. Et donc, j'en viens au fait que la personnalisation vraiment du boîtier, alors c'est pas propre au R5 II, hein, c'est propre plutôt au boîtier Canon, et pas folle, hein. C'est-à-dire que déjà ce qu'on peut mettre sur les boutons personnalisables, c'est pas mal, mais c'est loin d'être ce qu'on peut mettre par exemple sur un Sony, quoi, hein. Donc il y a des fonctions qu'on peut pas mettre. Bah, typiquement, je sais pas, en vidéo, moi j'aimerais bien mettre par exemple les waveforms sur un bouton, on peut pas. La pré-rafale en photo sur un bouton, on peut pas. Voilà, c'est des exemples. Hein, quand même de limitation, voilà. Puis on a des boutons, un en particulier, le bouton Rate, qui trône en haut à gauche du boîtier. Si on n'en a pas l'usage, ben, il n'est pas personnalisable pour autre chose. La poubelle en prise de vue, sur beaucoup de boîtiers, elle est personnalisable, hein, pour autre chose. Ben non, pas sur les boîtiers Canon. Voilà. Donc, c'est le petit point faible, je trouve, de l'ergonomie des boîtiers Canon. Parce que pour le reste, par contre, la disposition des boutons, des molettes, l'accès, etc. est très bon. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. On passe ensuite au viseur. Alors, le viseur, donc, moi je viens d'un R6 II, forcément, il y a une hausse de définition avec ce viseur, hein, c'est certain. J'avais par contre un viseur de cette définition dans le Fuji X-H2S. Ce qui vraiment, moi, me frappe quand je mets l'œil dans ce viseur, c'est sa luminosité. Et là, j'ai jamais eu un boîtier, alors que j'en ai eu pas mal, hein, quand même, des boîtiers. J'ai jamais eu un boîtier qui a un viseur aussi lumineux, et c'est un véritable plaisir, ça, vraiment, au quotidien. Il est suffisamment grand, évidemment, et spacieux et défini, mais surtout sa luminosité est excellente. Donc un point fort, je trouve, de ce boîtier. Ensuite, l'écran arrière, alors je dirais que là il est conforme, hein, à ce que sait faire Canon depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est un écran qui est bien défini, qui est le meilleur d'assez loin au niveau tactile de toute la production photo, c'est-à-dire que là ça rattrape quand même en partie, hein, le petit point faible au niveau personnalisation sur les boutons et le manque de boutons. C'est vrai que dès qu'on passe par l'écran, tout est pensé, hein, pour être utilisé vraiment en tactile, donc là c'est un vrai plaisir, bien sûr. Moi il me semble un peu plus grand que sur le R6 II, alors j'ai pas été revoir les spécifications, mais il me semble, hein, qu'il est un peu plus grand quand même. Donc voilà, et puis dernier point ergonomique, vous le savez, il a enfin, j'allais dire, la prise HDMI pleine taille, hein. Je vais vous montrer une petite séquence tout à l'heure, justement, où je branche le boîtier sur mon écran, quoi, mon grand écran, je veux dire, externe, hein, pour vous montrer un petit truc sur l'autofocus. Et bien, quand j'avais fait la même scène avec le R6 II, je priais pour ne pas casser le petit connecteur HDMI, hein. Donc là, évidemment, c'est un gros plus, et c'était attendu, hein, sur ce boîtier. Ah oui, alors ce qu'il a aussi, par contre j'oubliais, pourtant je l'ai là bien en face de moi, c'est la fameuse petite lampe rouge sur le haut du boîtier quand par exemple on filme, et là quand vous filmez c'est vraiment une sécurité, parce qu'il y a aussi le petit cadre rouge autour de l'écran, hein, que je vois là aussi, mais alors le cadre rouge chez Canon, je ne sais pas pourquoi ils le font très fin, donc on peut le louper des fois à l'enregistrement, hein, et voilà, et faire des bêtises. Là, il n'y a aucun souci avec cette lumière rouge, donc un bon point là aussi. On en a fini avec le tour du boîtier, l'ergonomie. On va maintenant parler de l'autofocus, hein, parce que il y a un point qui était un petit peu attendu, forcément, surtout par rapport au R5, je trouve, plus que par rapport au R6 II, c'est l'autofocus. Alors, oui, cet autofocus a encore progressé par rapport même à ce que c'était dans un R6 II, ça je le confirme. Alors, il est plus rapide, c'est sûr, il est surtout plus collant, hein, on va dire, en tracking notamment. Il est aussi nettement plus sensible en basse lumière, hein, ça je vais y revenir. Alors, sur le côté, on va dire, plus collant, je vais vous montrer tout de suite, justement, cette petite vidéo que j'avais tournée aussi avec le R6 II, au début où je l'avais, et j'avais montré qu'en tracking,
sans détection, hein, le tracking juste sur reconnaissance un petit peu de forme ou de texture, je trouvais que c'était pas très bon, quoi, hein. Il sautait facilement, voilà, il avait du mal à garder le sujet. Alors j'ai refait la même scène, hein, voilà, je vous montre. Voilà, donc il décroche pas, là c'est clair, hein, c'est la même scène, encore une fois, il y a un an avec le R6 II, il décrochait assez facilement de cette bougie là, voilà, sur cette scène. Bien. Ensuite, sur la rapidité en elle-même. Alors là, c'est plus dur à mesurer, évidemment, hein, il faudrait des comparatifs, mais là, je dirais que ce qui se voit, enfin ce qui se sent, on va dire, c'est que le capteur empilé permet à l'autofocus encore des progrès en rapidité par rapport à un R6 II ou même un R5 encore plus, hein, parce que on n'a pas cet effet de, vous savez, de blackout là, surtout sur des rafales qui obstruent à un moment le capteur, hein, forcément, c'est-à-dire que le capteur reste plus longtemps éteint. Et donc l'autofocus est perturbé naturellement, hein. Il n'y a qu'à voir par exemple la marque où ce problème est très prégnant, c'est Sony, notamment sur l'A7 IV ou l'A7 R5, là où ils ont un temps de lecture de capteur qui est abominablement long. Alors outre les problèmes de rolling shutter que ça pose, ça perturbe clairement l'autofocus dans un suivi avec une rafale. Donc ici, l'apport du capteur empilé, il est très clair, hein, l'autofocus est sensiblement plus rapide dans ce genre d'exercice. Ensuite, je dirais que moi, son plus gros progrès, je trouve, hein, outre que le tracking est bien meilleur, en détection aussi, je trouve enfin, la détection était déjà très bonne, hein, chez Canon, mais alors il détecte beaucoup plus loin. Là, voilà, il y a ça aussi. Le meilleur boîtier que j'avais eu jusque-là en détection de loin, c'était le Fuji X-H2S. Et là, je retrouve vraiment ça sur ce Canon R5 II. Il peut choper un sujet vraiment très loin, et notamment les animaux, hein, les petits oiseaux, et il va les choper sans problème, vraiment, même quand ils sont petits dans le cadre, et ça, c'est un gros avantage. Et puis, ensuite, le suivi, enfin, le tracking, là, dans ce cas-là, avec les détections, est vraiment excellent, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, là où vraiment je trouve qu'il a progressé très nettement, même par rapport à un R6 II, c'est en basse lumière. Et là, ça, c'est un vrai progrès, je trouve, parce que le R6 II, et encore plus le R7, hein, que j'ai eu aussi, avait tendance quand même à lâcher quand même assez vite, tout est relatif, mais enfin voilà. En basse lumière, on n'était jamais super serein avec cet autofocus, en mode détection notamment, alors que là, c'est vraiment beaucoup mieux, hein, voilà, petite séquence là. Hein. Voilà. Donc pour l'autofocus, c'est tout. Alors bien sûr, il a aussi le mode priorité d'action que j'ai pas encore pu tester. Il a aussi bien sûr le pilotage par l'œil que j'ai pas testé, hein, tout simplement. Ça viendra après. Disons que ça me manque pas pour l'instant, hein. Je veux dire, je trouve cet autofocus déjà excellent en soi. Et puis, ah oui, dernière chose, l'interface de l'autofocus a été clairement simplifiée dans ce boîtier, et ça, c'est toujours un avantage, hein, bien sûr. C'est-à-dire que sur les boîtiers précédents de Canon, on avait quatre modes, on va dire, autofocus en continu, hein, quand il est en cerveau, là, l'autofocus Canon. Il y avait 4 modes différents. Et puis, dans chaque mode, on pouvait encore régler la sensibilité et la vitesse de l'autofocus. Alors que maintenant, c'est soit vous êtes en mode full auto, vous le laissez faire, soit vous reprenez la main juste pour régler la sensibilité, ouais, c'est ça, et la vitesse de l'autofocus. Alors sur tous les tests, moi, que j'ai pu voir avant, et je confirme, il vaut mieux baisser la sensibilité et la vitesse, enfin surtout la sensibilité, pour qu'il soit plus collant justement, hein, cet autofocus, parce qu'il a tendance à être hyper réactif, et donc des fois il faut presque le calmer un peu en fait. Voilà pour ça.
Alors, je pense que pour l'autofocus, on a fait le tour. Ensuite, bon, alors il y a le capteur lui-même maintenant. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ce capteur, comme il est empilé maintenant, eh bien, il subit un petit peu la même loi que tous les capteurs empilés du marché, c'est-à-dire qu'il y a une petite baisse de dynamique et de montée ISO, quoi, de bruit en haute sensibilité. Pour le bruit, franchement moi, c'est le cadet de mes soucis. Et peut-être qu'il perd un demi-stop en haute sensibilité par rapport à un Canon R5 ou même un R6 II, bien sûr. J'allais dire, maintenant on a des logiciels tellement bons pour débruiter en haute sensibilité comme DxO Pure Raw 4 que je possède, mais même Lightroom maintenant avec les nouveaux algorithmes par intelligence artificielle, que franchement pinailler là-dessus, ça me semble assez stérile, on va dire. Voilà, donc moi en haute sensibilité ce boîtier est parfait, il n'y a aucun souci, couplé évidemment à DxO Pure Raw 4. Alors il est déjà quand même très bon naturellement, hein, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est pas parce qu'il baisse d'un demi-stop par rapport à un R5 que tout d'un coup ça le rend mauvais en haute sensibilité. Pour la dynamique, alors la dynamique c'est différent, on peut évidemment la rattraper, enfin c'est pas tellement la rattraper, on utilise la dynamique du capteur en post-traitement pour, évidemment, si on a pris en RAW, hein, en photo, pour rattraper les ombres, les hautes lumières, etc. Et c'est sûr que plus on a de dynamique intrinsèquement dans le capteur, plus on peut aller chercher vraiment des rattrapages extrêmes. Alors, bah oui, on perd certainement ce demi-stop de dynamique aussi par rapport au R5 originel. Franchement, dans la vraie vie, ça reste quand même une très bonne dynamique. Hein. Il n'y a pas de souci non plus. Si je vous dis à la limite par rapport au Canon R7 là, que j'avais, il a clairement une meilleure dynamique, il a bien la dynamique d'un plein format, je veux dire que le Canon R7, bah, c'est ça qu'on lui demande. Hein. Et puis, alors, bien sûr on peut quand même regretter, hein, mais j'allais dire, à l'heure actuelle de la technologie, on ne sait pas faire un capteur empilé de résolution donnée qui soit aussi bon en haute sensibilité et en dynamique que le même capteur sans technologie empilée. Mais d'un autre côté, ce qu'on perd, c'est quand même assez minime, et ce qu'on gagne avec le capteur empilé, c'est pas minime du tout là, pour le coup, en tout cas quand on en a l'usage, que ce soit en photo ou en vidéo, ça donne accès vraiment à un step largement au-dessus de quand le capteur n'est pas empilé. Alors, on en est où avec ce capteur empilé? Bah écoutez, moi c'est simple, j'ai été vérifier les données techniques, c'est la même vitesse de lecture que le Fuji X-H2S, que je connais justement pour l'avoir eu, et avec ce Fuji, j'usais et j'abusais de son capteur empilé, justement, notamment en photo animalière, avec cette absence de rolling shutter vraiment impressionnante. Et donc, c'est la même chose sur ce Canon R5 Mark II, et même si il n'est pas au niveau des tout meilleurs que sont les Nikon Z8, Z9, pas le Z6 III, hein, qui lui a un capteur semi-empilé qui est beaucoup moins rapide que celui de ce R5 II, même s'il n'est pas au niveau de ses meilleurs, et même peut-être du Sony A1 aussi, c'est largement suffisant dans la plupart des situations. Et si jamais, alors là c'est plus des fois pour le banding que ça peut quand même, malgré le capteur empilé, des fois être un peu embêtant, le banding dans certains éclairages, et bien là, contrairement justement au Nikon Z8, Z9, Canon a très sagement gardé un obturateur mécanique sur ce boîtier. Alors, il y a l'aspect, voilà, on peut remettre l'obturateur mécanique quand on veut. Alors, il se trouve quand même que des tests ont montré aussi que même s'il y a moins de différence qu'avant entre l'obturateur électronique et l'obturateur mécanique en photo, ou si vous prenez un R5 avant ou même un R6 II, comme en obturateur électronique on est en 12 bits et on est en 14 bits en mécanique, il y a une vraie différence en colorimétrie, en dynamique et en montée ISO entre l'électronique et le mécanique, hein, sur les boîtiers précédents. Là, la différence est beaucoup plus ténue parce que les deux maintenant sont en 14 bits.
Il n'empêche quand même que le test de Damien Bernal, par exemple, a bien montré qu'il y a quand même un petit écart en dynamique, c'est quand même un peu mieux en obturateur mécanique, donc notamment quand on photographie un paysage, franchement il vaut mieux se remettre en mécanique. Et puis j'allais dire, de manière générale, alors ça c'est plus personnel, moi j'aime bien le son de l'obturateur mécanique quand je fais de la photo. Alors j'utilise bien sûr l'obturateur électronique et la rafale, on va y venir, quand j'en ai besoin, avec grand plaisir, mais sinon pour les photos plus tranquilles, et même en mode portrait, voilà, tu sais, j'aime bien qu'il y ait ce bruit de l'obturateur mécanique. Alors ce que je n'aime pas, c'est qu'il soit moche et trop fort. C'était le cas du R7, c'était le cas du Sony A7 IV par exemple que j'ai eu aussi, ou du Sony A7 III. En revanche, quand j'ai eu le Fuji X-H2S, quand j'ai eu le Canon R6 II et maintenant avec ce R5 II, c'est des obturateurs mécaniques qui font plaisir à entendre et à utiliser. Un bruit parfaitement dosé, feutré, mais qu'on entend quand même, parfait quoi. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je serais assez frustré avec un Nikon Z8 par exemple sur ce point-là. Voilà. Alors, revenons maintenant au fait quand même qu'il a 45 mégapixels. Donc là, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est aussi pour ça, moi, que je voulais un boîtier comme celui-ci. Par contre, je ne voulais pas du précédent R5 parce que justement, il n'était pas à la technologie empilée. Et donc, et puis il avait d'autres limitations, hein, évidemment. Ici, on a quand même ces 45 mégapixels et c'est vrai que, alors, bien sûr, en longue focale, on voit tout de suite l'intérêt. Hein. Alors, ça comble pas. J'ai dû aussi revendre mon R7 hein, pour financer quand même ce R6 II, ce R5 II. J'ai pas l'équivalent. Hein, quand je mets par exemple mon 100-400 dessus, avec le R7, il se transformait en 640. Voilà. Et il avait 32 mégapixels, le R7. Là, on a plus de résolution, mais enfin entre 45 et 32, c'est pas non plus, ça va pas donner le facteur 1,6 qu'on a de conversion entre le plein format et la PSC chez Canon, hein, du tout. Donc je perds quand même. Alors il faudrait que j'achète un zoom plus longue focale certainement, hein, donc ça on verra bien à l'avenir. Pour l'instant, les 45 mégapixels sur le 400 mm, c'est déjà pas mal quand même. Mais c'est surtout que, alors j'avais pas besoin tout le temps non plus hein, des 45 mégapixels, mais cela dit, par exemple, quand je mets mon objectif qui est le plus souvent vissé sur mon boîtier, c'est le 24-105 f4. Eh bien, ça donne encore plus de polyvalence à ce 24-105 f4, c'est-à-dire qu'il a bien la position 24 mm, et moi ça j'adore sur mon zoom standard. Mais alors il va bien à 105 aussi de l'autre côté, mais avec 45 mégapixels on peut même se dire qu'il va un peu plus que 105 en fait hein. Et c'est pareil avec le 15-30. Le 15-30, bon bah ok, quand vous l'avez vissé sur le boîtier, c'est le super grand angle, mais bah, vous êtes bloqué à 30 mm dès que voilà, vous avez besoin de recadrer un peu plus serré. Des fois c'est un peu juste. Et bah oui, avec les 45 mégapixels, on pourra cropper quand même suffisamment pour resserrer s'il faut, sans devoir rechanger d'objectif. Donc ça offre quand même une polyvalence bah, moi que j'aime beaucoup, hein. Alors c'est sûr que ça fait des fichiers plus lourds par contre, évidemment. Alors parlons maintenant de la cadence rafale. Donc à l'heure où on se parle, hein, il n'y a aucun boîtier haute résolution à capteur empilé qui dépasse 30 images par seconde. Donc ce Canon les a bien, les 30, alors je parle en RAW évidemment, hein. Donc il a ces 30 images par seconde. Celui qui les a aussi, c'est le Sony A1. Alors attention, le Sony A1, c'est que si vous lui mettez des objectifs Sony, parce qu'on sait que la force de Sony, c'est d'avoir une monture super ouverte. Ok, mais par contre, il bride sacrément les optiques tiers Sony, et notamment sur la Rafale, par exemple, sur le A1. Vous mettez un Sigma, et ben vous tombez à 15 photos par seconde au lieu de 30. Hein. Donc voilà, donc ce Canon a bien les 30 images par seconde. Les Nikon concurrents Z8, Z9, qui n'est pas directement un concurrent de ce R5 II, mais c'est quand même pareil, quoi, que le Z8, c'est 20 images maximum par seconde en RAW. Alors eux, par contre, ils peuvent aller plus haut en JPEG, mais bon, il faut en avoir l'usage. Hein. Moi, ça
ça m'intéresse pas de prendre en JPEG de toute façon. Et puis là où c'est très bien aussi, c'est qu'évidemment il a le prédéclenchement que n'avait pas le R5 et que ce déclenchement se fait bien en RAW évidemment. Hein. Coucou Nikon, ça c'est même aberrant hein, chez Nikon que le prédéclenchement puisse pas se faire en RAW. Donc très bien, voilà, c'est là qu'on se dit, il a tout quand même ce R5 II hein, pour être archi polyvalent, maintenant il lui manque vraiment plus rien quoi. Hein. Donc c'est top, vraiment. Ensuite la stabilisation, alors la stabilisation a priori elle a un petit peu progressé en photo, hein, alors dur à mesurer aussi honnêtement, elle était déjà excellente quand même, hein, sur le R6 II notamment. Alors moi ce que je sais c'est que depuis que je suis passé chez Canon, hein, j'arrive à faire des photos à main levée, alors sous réserve que il n'y ait pas un sujet qui bouge bien sûr, jusqu'à, mais sans problème, 1 seconde de pause, hein, sur les focales standards, hein, je parle évidemment. Et donc en plein format c'est quand même assez remarquable, hein. Je pense même qu'on peut descendre un peu en dessous d'1 seconde de pause. Alors je peux vous dire que chez Fuji moi c'était pas possible hein, et chez Sony encore moins hein. Donc excellente stabilisation bien sûr. Voilà, on a fait le tour en photo hein, je pense là quand même. Si vous voulez des précisions ou autres, n'hésitez pas bien sûr à me demander. Bien, alors, on va passer au volet vidéo maintenant. Alors en vidéo, il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Quand on arrive d'un R6 II qui est très très restreint au niveau codec, là on découvre un autre univers, hein, clairement. Alors bon, il se trouve que comme j'avais le XH2S avant aussi, bah, je sais ce qu'on peut avoir comme codec vidéo quand même. Mais alors là, sur ce Canon, c'est vraiment pléthorique. Hein. Là, pour le coup. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, on va dire sur les codecs, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on a maintenant vraiment bien la séparation long GOP All Intra. Hein. Alors du All Intra, vous n'en avez pas dans un R6E, hein, par exemple. Donc quand vous faites pas mal de montage, le All Intra, c'est quand même mieux que le long GOP. Il faut quand même bien le savoir. Donc voilà, là par exemple, je filme en All Intra. Ensuite, on a au niveau pas des codecs, des formats quoi. Donc du coup, la 4K suréchantillonnée. Donc là, je filme en 4K suréchantillonné. Alors c'est surtout pour tester la surchauffe, parce que c'est un mode qui est soumis à la surchauffe. Ce mode sur le R5 précédent, là je pense que j'aurais déjà été obligé de couper la vidéo. Hein. Là j'ai l'indicateur de surchauffe, je le vois bien sur mon écran, qui a commencé à dépasser la moitié. Bon, voilà, ça fait un petit moment que je tourne hein, quand même, mais voilà, on est encore loin d'être à la surchauffe complète. On va voir s'il tient jusqu'à la fin. Ensuite, on a le mode 4K normal qui n'est pas suréchantillonné en 25 images par seconde, j'ai oublié de dire, hein, voilà, bien sûr. Ensuite, on passe à la 50 ou 60 images par seconde. Et là, c'est le défaut principal de ce boîtier qui a été soulevé hein, par tous les testeurs, c'est qu'elle n'est pas suréchantillonnée. Il n'y a pas de 4K fine, soit 50 images par seconde sur ce boîtier. Ok. Et ensuite, il y a la 4K 100-120 qui, elle est suréchantillonnée dans aucun boîtier du marché, je crois. Hein. Mais voilà, et qui est de très bonne qualité, surtout elle est en 10 bits, hein, et on peut faire du All Intra aussi en 4K 120, et surtout, grosse nouveauté par rapport au R5 notamment, il y a le son en 4K 120, donc on peut faire des vrais tournages en 4K 120. Voilà, voilà. Donc ensuite, il a, alléluia, et je tourne avec en ce moment, alors là c'est plus un test qu'autre chose, le C-Log 2. Parce que moi j'étais habitué à utiliser donc le C-Log 3 sur les boîtiers Canon précédents. Et alors le C-Log 2, je sens déjà, je vais bien voir au montage, hein, mais je sens déjà qu'il va y avoir un net progrès. Donc vraiment un super apport que le C-Log 2. Et l'autre apport qui est assez monumental, c'est le RAW en interne en vidéo. Alors ça concerne la 4K jusqu'à la 4K 50-60, hein, quand même pas la 4K 120. Mais du coup, j'ai été voir des tests, alors notamment un youtubeur américain hein, qui a ce Canon R5 II, qui connaît bien Canon, et qui a fait vraiment des tests poussés.
en 4K 50 parce qu'il voulait savoir si en tournant en RAW en 4K 50 on rattrapait le fait qu'elle ne soit pas suréchantillonnée. Alors d'après tout ce qui montre, la réponse est plus que oui. D'ailleurs il a été tellement surpris de la qualité de la 4K 560 en RAW qu'il a contacté Canon pour savoir si elle n'était pas, elle, suréchantillonnée, quoi, en fait. Alors, il a attendu avant d'avoir une réponse, hein, je crois, assez longtemps, parce que la première personne n'est pas arrivée à lui répondre. Elle dit « je vais contacter les ingénieurs, etc. » Et puis, quelques jours plus tard, il a eu la réponse. Et étonnamment, ben non, elle n'est pas suréchantillonnée non plus, mais visiblement, la qualité est vraiment très, très bonne en 4K 60 en RAW. J'essaierai, hein, honnêtement. Alors là, je vous passe une toute petite séquence où j'ai juste essayé, j'ai mis, donc là, je suis en 4K 25, hein, 422 10 bits sur la première partie, et puis surtout en format standard, quoi. Voilà, pas de log. Hein. Ok, la deuxième, c'est la même chose, mais cette fois avec le C-Log 2, donc réétalonné. Et ensuite, en RAW, en 4K 25, alors j'ai essayé, je ne maîtrise pas encore trop le RAW, hein, j'ai essayé de réétalonner comme je pouvais, mais bon, c'est pas terrible franchement, mais on sent qu'il faudrait que je creuse un peu, mais la marche là d'étalonnage en RAW, c'est impressionnant, c'est comme en photo, quoi, hein, c'est beau, quoi, de pouvoir faire ça en vidéo, en interne, hein, avec le boîtier, hein, vraiment. Alors évidemment, par contre, on s'en doute, la contrepartie, c'est que les cartes mémoire, alors non seulement il faut de la CF Express, mais il faut au grand minimum 1 Tera de capacité pour tourner en RAW, hein, je pense, honnêtement. Mais bon, voilà, en tout cas il peut le faire et c'est assez génial. Qu'est-ce qu'il a d'autre en vidéo? Bah, une super stabilisation, il faut quand même le dire, hein. Et là, elle a progressé parce qu'il y a moins de wobbling, vous savez, cet effet, hein, sur les bords, parce que le centre est bien stabilisé et les bords bougent et c'est assez rédhibitoire, hein, ça. Le R6.2 y était relativement sujet en grand angle, hein. Et bah, ce R5.2 a bien corrigé ça, même si c'est pas encore parfait, c'est beaucoup plus exploitable, on va dire. Hein, et donc entre la stabilisation de base plus la stabilisation optimisée, enfin il y a deux niveaux, hein, d'optimisation, on arrive vraiment à faire des plans vidéo à main levée, c'est assez excellent, hein. Moi je me sers plus beaucoup de mon stabilisateur, hein, depuis que j'ai des Canon, je veux dire, hein, je m'en servais beaucoup plus avec mon Fuji ou avec un Sony, j'en ai beaucoup moins besoin avec les Canon en tout cas. Voilà. Donc pour ce qu'on peut dire, je trouve en vidéo. Donc voilà, toujours en vidéo, bah, c'est quand même un boîtier qui monte jusqu'à la 8K 60. Hein. Donc ça, c'est aussi l'autre façon de contourner le fait que la 4K 60 ne soit pas suréchantillonnée. Alors, là aussi, ça suppose des cartes mémoire archi capacitaires, quoi. C'est de tourner en 8K 60, si on a vraiment besoin de 60 images par seconde. On tourne en 8K 60 et après, au montage, hop, on le compresse en 4K 60 et ça fait un peu comme si on avait de la 4K suréchantillonnée. Du coup, c'est l'autre façon de contourner le problème. Voilà. Dans l'absolu, on préférerait quand même avoir la 4K 60 suréchantillonnée directement dans le boîtier, bien sûr. Voilà. Bon, moi, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes parce que honnêtement, c'est soit je tourne en 4K 25, soit je tourne en 4K 120. Pour faire vraiment des beaux ralentis, surtout maintenant qu'il y a le son en plus. Et la 4K 60, je m'en suis jamais vraiment beaucoup servi, honnêtement. Alors après, si on veut plus ralentir, on a la Full HD en 240, et ça, sur un plein format, bah, c'est presque une première. C'est Nikon avec le Z6 III qui a amené ça vraiment en premier, hein, sur le marché, et puis bon, ce Canon R5 II a suivi, donc vraiment très bien, hein, bien entendu. Et puis, il y a les waveforms. Eh ben oui, et quand vous tournez en log comme je suis en train de faire maintenant, eh ben les waveforms, c'est un sacré apport en vidéo. Merci Canon. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas les agrandir et ils ne sont pas très grands sur l'écran et on ne peut pas les bouger de place. Bon,
Voilà, chez Panasonic, je sais qu'on peut le faire, c'est pour ça. Mais voilà, c'est un bel apport aussi. Ça rend, encore une fois, hein, ce boîtier hyper complet, hyper polyvalent. Voilà, tous ces petits trucs qu'ils ont rajoutés là. Canon, vraiment super. Hein. Alors, en vidéo, pour finir, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a récupéré du Canon R7, ce que n'avait pas le R6 II, notamment le niveau automatique. Alors, le niveau automatique, il marche en photo, mais il marche aussi en vidéo. Alors en vidéo, ça fait quoi? Eh ben, ça fait que si vous n'êtes pas parfaitement droit, ben, notamment quand vous filmez à main levée, justement, eh ben, il vous redresse le niveau. Alors jusqu'à un certain point, évidemment, hein, c'est sûr, mais enfin c'est pas mal quand même, vraiment, surtout que chez Canon, alors ça c'est le défaut incompréhensible des Canon, hein, en vidéo depuis toujours, et toujours pas corrigé. Hein. On perd le niveau quand on tourne en vidéo, c'est-à-dire que quand vous cadrez avant d'enclencher la vidéo, vous avez le niveau, hein, heureusement encore, on va dire, mais hop, dès que vous filmez, plus de niveau. Ah bah super. Donc voilà quoi. Donc on a ce niveau automatique. Bon. Et il a récupéré du R6 II la fonction détection seule, c'est-à-dire que là, bon je l'ai déjà montré, je ne vais pas le refaire, mais si je m'en vais, et si j'ai activé cette fonction, il ne va pas partir faire la mise au point sur le fond, il attendra que le sujet revienne, quoi, en quelque sorte. Donc ça, en vidéo, ça peut être aussi un gros avantage hein, dans certains types de tournage. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Alors, bon, bah vous avez compris, je suis ravi de ce boîtier, hein, je le savais, hein, qui justement il corrigeait un peu tout, à part exception, par rapport à un R6 II et par rapport à un R5, bien sûr, hein, et que moi je trouve qu'à son prix, c'est le plus complet vraiment des boîtiers hein, qui existent sur le marché. Alors après, un boîtier c'est bien. Après, il y a le parc optique, hein, donc là, je ne vais pas redévelopper tout. Le parc optique de Canon, on va dire, c'est un petit peu, entre guillemets, le point faible, même si il tend quand même à s'étendre, et puis on commence à avoir un peu plus d'optique abordable, et je pense notamment, hein, c'était le sujet de ma dernière vidéo, à l'arrivée de ce 28-70 f2.8 hein, qui faisait bien défaut. Donc on a ça maintenant chez Canon, c'est quand même pas mal hein, honnêtement. Là par exemple je me filme, j'ai fait l'acquisition récemment du 35 mm 1.8 qui est pas très cher hein, finalement. Et ben écoutez, c'est un très bon petit objectif, et j'avais un peu peur, disons que j'en attendais pas grand chose parce que j'ai aussi de 50 mm 1.8 et je sais que le 50 mm 1.8, alors optiquement il est pas mal, hein, mais il a un autofocus qui est assez lent, qui est bruyant, au niveau construction, c'est pas terrible, il n'a qu'une bague qui sert à la fois à la mise au point et c'est la bague de contrôle en même temps avec un switch pour passer de l'une à l'autre, quoi. Alors que le 35, il a deux bagues, une belle bague de mise au point manuelle et la bague de contrôle, il a le switch à FMF. De toute façon, il fait mieux construit déjà quand on l'a dans la main. Son autofocus, alors là je suis surpris parce que dans tous les tests que j'ai pu voir, on dit aussi qu'il est lent et bruyant. Alors il est peut-être pas beaucoup plus rapide que celui du 50 mm, en tout cas je le trouve moins bruyant sensiblement en plus. Donc une bonne surprise, d'autant plus qu'il a une position macro, semi-macro, hein, rapport 1,5, mais on fait des trucs super sympas avec cet objectif. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. Chez Canon, le 50 mm 1.8 qui coûte 200 €, c'est pareil, c'est quand même unique quoi, sur le marché. Voilà, et de l'autre côté de la gamme, on a des optiques L qui coûtent vraiment très très cher. Hein. Songez par exemple que là je vous parle du 35 1.8 qui coûte, alors moi je l'ai eu à 400 et quelques euros, alors voilà en promotion, hein, parce qu'il coûte 500 et quelques normalement. Le 1.4, le nouveau 1.4, il coûte 1900 € quoi. Voilà, bref, c'est un peu quand même le petit souci chez Canon, c'est sûr, vu qu'on n'a pas les constructeurs tiers, tout au moins en full frame, c'est sûr. Voilà, je pense que cette vidéo se termine sur ce point. Je surveille mon indicateur de surchauffe. Ah, on est à l'avant-dernière barre hein, quand même, et ça fait, alors attendez, je regarde, je me rapproche, parce que là je vois pas, ça fait
46 minutes que ça tourne, hein. Alors la vidéo finale va pas durer 46 minutes parce que il va y avoir le montage, mais pour vous dire, voilà, j'ai tourné en 4K Fine, il fait 22-23 degrés là dans mon logement. En 4K Fine, 25 images par seconde, donc 46-47 minutes maintenant, toujours pas de surchauffe vraiment complète. On n'en est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, bien entendu. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.